sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola hola, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Espagnol tout simplement, le podcast qui t'aide à faire des progrès concrets sans te prendre la tête, mais sans non plus te raconter d'histoire. Aujourd'hui, je t'amène à explorer un terrain de jeu que j'adore, les bizarreries de la langue espagnole. Tu sais, ces petits trucs qui ne se traduisent pas, qui te laissent perplexe, ou qui t'obligent à lever un sourcil en mode pourquoi ils disent ça comme ça ? Parce que soyons honnêtes, entre les verbes pronominaux à l'envers, les pronoms qui dansent la salsa en fin de verbe, les prépositions capricieuses, le subjonctif qui surgit quand on s'y attend le moins, l'espagnol a de quoi nous surprendre et nous faire progresser. Mais attention, je ne vais pas te parler de pièges classiques ou de faux amis qu'on voit partout. Aujourd'hui, on va creuser un peu plus loin parce que chaque bizarrerie cache en fait une logique et cette logique te fait avancer dans la langue et surtout, elle t'oblige à penser différemment comme un natif et c'est là le vrai plaisir quand on apprend une langue. Alors, prépare ton oreille, ton sourire et peut-être même un petit « en serio » de temps en temps. C'est parti pour 7 curiosités de la langue espagnole qui vont t'aider à la comprendre mieux, à la retenir plus facilement et surtout, parce que c'est le plus important, à t'amuser en chemin. Première curiosité de la langue espagnole que tu n'avais peut-être pas remarqué, c'est les adjectifs qui changent de sens selon leur place. Si tu crois que l'adjectif, qu'il soit placé avant ou après le nom auquel il se rapporte, signifie la même chose, eh bien tu as raison, mais seulement partiellement. En espagnol, ce n'est pas toujours le cas. Je te donne quelques exemples. Un gran hombre, ce n'est pas la même chose que un hombre grande. Una simple pregunta, ce n'est pas la même chose que una pregunta simple. Mi antigua profesora no es lo mismo que mi profesora antigua. C'est parti pour quelques explications. On prend le premier exemple, un gran hombre ou un hombre grande. Lorsque l'adjectif est placé avant le nom, il est subjectif, affectif ou symbolique. Grande signifie alors grand dans le cœur. Lorsque l'adjectif est positionné après le nom, alors il devient objectif et descriptif. Un hombre grande, c'est donc un homme grand par la taille. Pour l'exemple suivant, una simple pregunta ou una pregunta simple, si on dit una simple pregunta, c'est juste une question, dans le sens de rien de plus. Il y a ici une insistance sur la modestie apparente de la demande, souvent pour souligner qu'on n'exagère pas. Par exemple, te hago una simple pregunta, no me juzgues. Je te pose une simple question, ne me juge pas. À l'inverse, una pregunta simple, c'est une question facile, dans le sens de pas compliqué. Ici, l'adjectif décrit objectivement le niveau de difficulté. Si tu veux un exemple, era una pregunta simple, no entiendo por qué no respondiste. C'était une question facile, je ne comprends pas pourquoi tu n'y as pas répondu. En résumé, pour le cas de simple, lorsqu'il est placé avant, ça signifie modeste, sans exagération, et lorsqu'il est placé après, ça signifie facile, au contraire de complexe. Reprenons maintenant le troisième exemple. Mi antigua profesora no es mi profesora antigua. Mi antigua profesora, c'est mon ancienne prof.
celle d'avant que j'avais auparavant mais que je n'ai plus aujourd'hui. Antigua, placé devant le nom, prend un sens temporel. Ce n'est plus elle aujourd'hui. Alors que si je dis mi profesora antigua, il s'agit ici de ma prof ancienne dans le sens de âgée ou plutôt vieille. Placé après, antigua devient un jugement descriptif et on insiste sur l'âge, sur l'ancienneté ou alors sur le style. En résumé ici, antigua placé avant, c'est ancienne dans le temps, dans le sens de ex-prof ici dans notre exemple. Antigua placé après, c'est dans le sens de vieille, dans le sens de usée, datée, âgée. Tu vois, l'adjectif placé avant ou après le nom change en fait le sens. Pourquoi c'est important de repérer ce fonctionnement ? Ça montre que l'espagnol encode l'intention dans la structure de la phrase, dans ce qu'on appelle la syntaxe, dans l'ordre des mots. Si tu places un mot avant, c'est ton point de vue qui parle. Si tu le mets après, c'est un fait brut. Ça ne marche pas pour tous les adjectifs, mais ça concerne quand même pas mal d'adjectifs. Et ça donne des situations très utiles pour la vie réelle. Je t'en donne quelques autres pour avancer, mais je ne pourrai pas t'en faire un compte-rendu exhaustif. Par exemple, si je dis un chico pobre, c'est un garçon sans argent, alors que si je te dis un pobre chico, c'est un garçon qui fait pitié. Una triste historia, c'est une histoire triste au sens émotionnel, alors que una historia triste, c'est une histoire tragique dans le sens de objectivement triste. Bref, il y en a plein qui fonctionnent comme ça et ça va être à toi de repérer les différents sens des adjectifs selon leur place, avant ou après le nom, quand tu les rencontres au quotidien. Tu verras, c'est très instructif. La deuxième curiosité que je veux aborder avec toi dans cet épisode, c'est la traduction du pronom impersonnel on français qui justement n'existe pas. En français, on adore ce petit mot on fourre-tout. Je te donne des exemples. On m'a dit que, on frappe à la porte, on va au cinéma ce soir. Eh bien, une autre des curiosités de la langue espagnole, c'est que l'équivalent de ce pronom n'existe pas. À la place, il y a plein de possibilités différentes de traduction. Par exemple, si je dis on dit que ou on m'a dit que, je peux dire se dice que ou me dijeron que. Le premier, se dice que, il a le sens de on dit que en général. Me dijeron que, c'est plutôt ils m'ont dit que, mais qui ? Eh bien, mystère. Si je dis que quelqu'un frappe à la porte, on frappe à la porte, je vais le traduire par llaman a la puerta, troisième personne du pluriel. Par contre, si je dis on va au cinéma ce soir, je vais dire vamos al cine esta noche. Pourquoi c'est fascinant et pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'ici, la langue espagnole efface volontairement le sujet quand il n'est pas essentiel. Et surtout, elle possède une traduction différente pour exprimer chaque nuance de ce pronom indéfini français que nous, francophones, on met absolument partout. Et moi, je trouve que ça, c'est pas flou, c'est élégant. Bien sûr, je t'invite à aller creuser la règle de quand on utilise on, de quelle manière, pour arriver à avoir la bonne traduction espagnole de on, mais c'est un autre propos. Moi ici, dans cet épisode de podcast, je veux juste attirer ton attention sur tout ce qui est curieux, tout ce qui est bizarre par rapport au français. À toi ensuite d'aller voir les règles de fonctionnement pour chacune des notions grammaticales ou de conjugaison que j'aborde ici. J'en profite pour te dire que, comme d'habitude, tu trouveras l'article correspondant, le lien de l'article correspondant à cet épisode de podcast dans les notes. Et dans l'article, je te mets pas mal de liens qui renvoient vers la règle de grammaire du sujet abordé. Donc n'hésite pas à aller le voir et à aller sur le blog d'espagnol.com. Si tu écoutes l'épisode au moment de sa sortie, c'est le premier article qui apparaîtra sur la page d'accueil. Sinon, si tu écoutes cet épisode un peu plus tard,
je t'invite à consulter le lien dans les show notes de l'épisode. La troisième bizarrerie de la langue espagnole dont j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui, je suis sûre que tu l'as déjà rencontré, c'est les verbes qui se conjuguent sur le même modèle que le verbe gustar, c'est-à-dire les verbes dont le sujet change de camp par rapport à ce dont on a l'habitude en français. Si tu veux dire j'aime le chocolat, facile, tu vas dire me gusta el chocolate. Mais attends, pourquoi finalement ce n'est pas yo gusto el chocolate? Ici, parce que c'est le chocolat qui te plaît, littéralement, le chocolat me plaît ou le chocolat me fait de l'effet. Et ce modèle n'englobe pas que les verbes de type gustar. Il y a d'autres verbes, par exemple, je peux te donner des exemples, si tu veux dire le sujet m'intéresse, me interesa el tema, je suis intéressé par le sujet. Le bruit me dérange, me molesta el ruido. J'ai mal à la tête, me duele la cabeza. C'est passionnant parce que cette structure renverse notre logique habituelle. Le sujet grammatical devient ce qui nous affecte et pas nous-mêmes ou pas le locuteur lui-même. C'est la langue de la réception, de la sensation et ça en dit long sur le fonctionnement de la langue espagnole. Un autre phénomène qui attire l'attention des francophones lorsqu'ils apprennent l'espagnol, c'est les prépositions qui disent autre chose. Parmi les choses les plus curieuses et en même temps les plus voyantes, les prépositions en espagnol diffèrent souvent de celles employées en français. Tu sais, on connaît les équivalents a et a, de et de, en pour en et dans, por ou para pour et par, con pour avec, mais certains verbes fonctionnent différemment en français et en espagnol. Par exemple, si tu veux dire rêver de quelque chose ou de quelqu'un en français, en espagnol, la traduction sera soñar con algo ou con alguien. On va pas dire soñar de. D'autres pièges fréquents, penser à se traduira par pensar en espagnol, entrer dans par entrar en, s'intéresser à par interesarse por, et compter sur quelqu'un, contar con alguien. Je pourrais multiplier les exemples, il y en a plein qui fonctionnent comme ça. Si ça t'intéresse, tu trouveras dans mon pack tout un an espagnol simple et pratique un récap pas complet mais en tout cas qui regroupe tous les emplois les plus fréquents des verbes dont la préposition diffère en français et en espagnol. Cette différence entre le français et l'espagnol montre toute la subtilité de la langue, parce que la préposition colore le sens. Parfois aussi, la préposition vient modifier le sens. Par exemple, si je te dis pensar en alguien, c'est penser à quelqu'un, l'image mentale. Pensar en algo, penser à quelque chose. Mais si je dis pensar de algo, alors là, le verbe prend le sens de avoir un avis sur quelque chose. Chaque préposition espagnole est ainsi un petit prisme qui change l'angle de vue et qui rend l'apprentissage de cette langue particulièrement intéressant. Une autre différence prégnante et que j'aime beaucoup, c'est les diminutifs. Tu sais, c'est ito, ita qui viennent se greffer à la fin d'un mot, ou les iyo, ia, et qu'on appelle diminutifs. Mais si tu crois que un cafecito, c'est juste un mot mignon pour un petit café, c'est faux. C'est en plus de l'idée de petit, un mot affectueux. Le ito, ita en espagnol ne marque pas que la taille. Il marque aussi, par exemple, la douceur. Un momentito, mi abuelita, un petit moment, ma petite grand-mère ou ma grand-mère que j'aime.
Mais ça peut aussi marquer la politesse. Par exemple, si je veux dire attendez-moi un petit moment, ou attendez-moi une seconde, on va dire espéreme un segundito. Ça marque aussi la tendresse. Mi fielito, mi gatito. Et cet aspect de la langue me paraît très puissant parce que le diminutif en espagnol est une grammaire de l'affect. Il ajoute de l'émotion au message et ça, en français, on a plus de mal à le faire, ou du moins plus de mal à le faire aussi simplement et aussi puissamment qu'en espagnol. Une autre curiosité de la langue espagnole qui saute à la vue ou à l'oreille de tout francophone qui apprend l'espagnol, qu'on soit en début d'apprentissage, au milieu ou même bien avancé, ce sont les pronoms postposés. C'est-à-dire les pronoms qui viennent se mettre après le verbe collé à la fin. Par exemple, pour dire je vais te le dire, en espagnol on va dire voy a decírtelo. Si on veut dire dis-le-moi, on va dire dímelo. Et si je veux transcrire tu es en train de me le dire, je vais dire estás diciéndomelo. Tu vois la différence? En espagnol, les pronoms se collent à la fin du verbe à certains modes. Ça va être le cas de l'infinitif, de l'impératif et du gérondif. C'est ce qu'on appelle l'enclise. Et si tu veux en savoir plus sur ce phénomène, tu trouveras dans l'article associé un lien qui renvoie vers un article complet à ce sujet. Pourquoi c'est intéressant? Parce que la phrase devient beaucoup plus fluide et beaucoup plus musicale qu'en français. L'espagnol aime les mots qui s'enchaînent, je dirais presque qui s'enlacent ou qui s'embrassent. C'est littéralement une langue sensuelle. Et pour terminer, je ne pouvais pas faire un épisode sur cette thématique des curiosités de la langue espagnole et des différences avec la langue française sans aborder le fameux subjonctif, celui qui est la bête noire de beaucoup de francophones qui apprennent l'espagnol. Aujourd'hui, on va pas dérouler tout le subjonctif. Pareil, si ça t'intéresse, tu as tout ce qu'il faut sur le blog et sur l'article qui est relié à cet épisode. Mais je voulais aborder le subjonctif qui sert de futur. En français, quand on dit quand il arrivera, je te le dirai, on utilise de futur. En espagnol, dans la partie temporelle de la phrase, celle qui commence par quand, lorsque, dès que, eh bien, il va falloir utiliser le subjonctif. Dans la phrase que je viens de te citer, ça donne cuando llegue, te lo diré. Autre exemple, dès qu'il finira, futur en français, eh bien en espagnol on va le traduire par un en cuanto termine, avec du subjonctif. C'est tout à fait déroutant pour les francophones parce que là où on mettrait deux futurs, l'espagnol met du subjonctif pour parler d'un futur incertain. Le subjonctif en espagnol, c'est le mode du doute, de l'éventuel, de l'hypothèse. C'est un bijou de finesse qui te fait comprendre ici que le futur n'est jamais certain, mais dans l'absolu, en français, les règles du subjonctif sont floues. En espagnol, si tu comprends bien cette différence, le subjonctif, c'est le doute, le virtuel, l'éventuel, l'hypothèse, et l'indicatif, c'est le mode du réel, réalisé, certain, de l'affirmation, eh bien, il est beaucoup plus facile finalement de manier l'indicatif et le subjonctif, de les distinguer en espagnol que de le faire en français. Et voilà pour ce petit tour d'horizon de cette curiosité de la langue espagnole qui semble très bizarre quand on est francophone. J'espère que ces petits faits t'auront autant fait sourire que réfléchir. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à les partager avec toi. Tu vois, apprendre une langue, ce n'est pas juste aligner des conjugaisons ou mémoriser des listes de vocabulaire. C'est aussi changer de perspective, tordre un peu ton cerveau et parfois même ton cœur. Alors, la prochaine fois que tu butes sur un me gusta ou que tu bloques sur une préposition, respire un bon coup et demande-toi,
Et si c'était justement là que je devenais plus fluide, plus précis ou plus précise et finalement plus hispanophone. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager à quelqu'un qui apprend l'espagnol ou qui aime comprendre le pourquoi du comment. Et si tu veux aller plus loin, avec une méthode claire, ludique, ultra visuelle, fonce jeter un œil à mon pack tout en un espagnol simple et pratique. Je te mets le lien dans les notes de cet épisode. Il t'attend, prêt à booster ta progression avec structure, bonne humeur et sans t'encombrer du superflu. Je te laisse là-dessus, je te retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, je te dis cuídate, hasta pronto y no dejes de jugar con las palabras.